Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, parfait. On est parti du coup, le ring 1, le féminisme, Julien Rochedi vs Louise A. On est parti, le crayon. Très bonne chaîne. C'est parti. Donc on se retrouve cet après-midi avec Julien Rochedi. Bonjour Julien. Bonjour. Et avec Louise Aubry, aussi connue sous My Better Self. Bonjour Louise. Bonjour. On vient ici pour traiter du féminisme, traiter de son évolution, traiter des réactions que ça provoque, traiter aussi du masculinisme, du mouvement qui est né aux États-Unis et qui commence à prendre corps en France. Et donc du coup, on aimerait se poser cette question-là. Tout d'abord, le féminisme, où en est-il? Louise, on peut commencer par toi. Alors, c'est simple, pour moi, le féminisme, c'est simplement la volonté de l'équivalence des droits entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est en 2020, je pense qu'il y a eu, grâce au mouvement MeToo, une réelle prise de conscience qu'aujourd'hui, cette égalité des droits n'était pas atteinte. Et il y a de plus en plus de prise de parole sur le sujet, il y a une vraie prise de conscience de la société civile, alors que pendant longtemps, ça a été assez réservé, on va dire, à des mouvements qui ont d'ailleurs été extrémistes et qui du coup ont été assez stigmatisés sur le mouvement du féminisme, qui n'est en fait rien d'autre que la volonté d'avoir l'égalité des droits. Donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui, c'est limite un non-sujet, dans le sens où je trouve qu'on a tendance à stigmatiser le féminisme quand on devrait peut-être commencer à stigmatiser le sexisme, qui est plutôt en fait le comportement anormal que de souhaiter l'égalité des droits. Julien. Pour moi, le féminisme actuel est dans son stade putride ou de zombie, en fait, parce que justement, il n'a plus véritablement d'objet dans le sens où l'égalité des droits a été obtenue. Et c'est heureux parce qu'en fait, il n'a fait qu'accompagner un mouvement naturel qui était lié à l'arrivée des femmes sur le marché du travail et donc à obtenir les droits qui sont afférents à leur place dans le système économique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le féminisme actuel, en tout cas celui qui est institutionnel, celui qu'on voit partout, qu'on entend partout, c'est un féminisme néo-marxiste qui en reprend tous les codes et donc qui fait au final du mal à tout le monde, y compris aux femmes, parce que si vous analysez bien ce que l'on entend aujourd'hui, c'est un féminisme qui parle de lutte des sexes, comme le marxisme pouvait parler de lutte des classes, c'est un féminisme qui parle qui a une vision, une narration de l'histoire qui est totalement simpliste et biaisée parce que c'est une vision manichéenne d'oppresseurs-oppressés. Il y aurait d'un côté les victimes, d'un autre côté les oppresseurs et les méchants mâles. Et puis qui pense que finalement le mal est contenu dans la culture de la société, comme à l'époque les communistes voulaient faire table rase. Aujourd'hui les féministes, les néo-féministes ou les post-féministes veulent à tout prix détruire ce qui fait les différences entre les sexes, ce qui fait la culture, en tout cas moins de la civilisation occidentale, à propos des femmes, des hommes et ce genre de choses, avec la théorie du genre, et pas mal d'inepties qui n'ont rien à voir avec la vérité et la nature humaine d'une manière générale. Donc voilà, en fait, il faut bien arriver à distinguer ce qui, pour moi, appartient à quelque chose de naturel, de normal, qui est simplement de vouloir prendre soin des femmes, de vouloir qu'elles puissent être libres, de faire les choix qu'elles souhaitent dans la vie, et ainsi de suite. Pour moi, il n'y a pas besoin d'être féministe pour cela, et ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, qui précisément n'aide personne, et encore moins les femmes, je le répète. Alors, c'est très gentil de vouloir prendre soin de nous, mais en l'occurrence, le féminisme, comme je le disais, c'est juste souhaiter l'égalité des droits qui, comme vous l'avez dit, malheureusement n'est pas atteinte. Vous avez dit qu'elle était atteinte, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à poste égal, les femmes sont payées 10% de moins que les hommes. C'est l'INSEE qui l'a prouvé. Non, et là, faux. Écoutez, c'est des statistiques nationales. Donc, c'est de la mauvaise foi. Je travaille sur ces questions. Vous ne travaillez pas à l'INSEE, la statistique est parue, je pourrais la donner à Valran, qui pourra étudier l'étude. On donnera à nos lecteurs. On parle de la même étude, si vous allez bien au fond de cette étude, ils finissent par dire qu'il n'y a finalement que 3% qui seraient inexplicables. Non, 24%. C'est 24% de la statistique oui, entre les écarts de salaire et de position. Et c'est 10% de discrimination pure. J'ai donné la statistique pure. En fait, en réalité, c'est 24% des femmes qui touchent un salaire inférieur à celui des hommes. Oui, mais il y a aussi, dans cette statistique, en fait, la double logique, c'est qu'il y en a une qui se base sur le fait que les femmes ont des métiers moins prestigieux et donc moins bien rémunérés que les hommes aujourd'hui dans la société, qui pourrait être aussi une forme d'inégalité. Et il y a aussi le fait qu'à salaire égal et à salaire égal, justement, à poste égal et à diplôme égal,
il y a cette bataille de chiffres entre ce chiffre de 3% qui, globalement, est dans ta logique qui est de se dire que ces 3%-là... On ne va pas faire une bataille de chiffres d'une manière générale. Je pense que c'est pas le sujet. Je veux bien croire que vos chiffres sont justes. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié, c'était plutôt 3%. Mais ce qui m'étonne, en fait, d'une manière générale, c'est que, vous savez, la machine économique est une machine relativement neutre. Donc, si les patrons avaient la possibilité d'embaucher des gens aux mêmes compétences, aux mêmes diplômes, à la même capacité de travail et tout le reste, donc vraiment à égalité, et payer des gens 10% moins cher, je vous garantis que les hommes auraient du souci à se faire sur le marché du travail. Tous les patrons, la machine capitaliste n'a pas de cœur, n'a pas de sexe, n'a rien du tout. Ils embaucheraient, mais vraiment, de partout que des femmes. Donc je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bah en fait, c'est plus complexe parce qu'il y a aussi un système patriarcal installé. C'est trop complexe simplement parce qu'une femme, c'est beaucoup plus risqué qu'un homme. Et ça, c'est un point que j'avais soulevé d'ailleurs cet après-midi. Vous savez, quand il dit que c'est plus complexe, c'est exact. C'est plus complexe simplement parce qu'il y a toute une idéologie derrière. Une femme, c'est plus fragile qu'un homme. Ça a beaucoup moins de mental qu'un homme. Il y a beaucoup plus de risques qu'elle prenne des congés. Et même pendant 9 mois, n'est-ce pas? Congé maternité en plus de cela. Les gars, au bout d'un moment, vous voyez, lorsqu'on est patron, il faut savoir faire des choix. Vous avez des vies entre vos mains. Le business est impartial et il l'a dit à juste titre. Le business fait abstraction de vos émotions. Le business se fout de tout cela. Le but du business, c'est de faire le maximum de profit, de capitaliser. Je suis désolé, je suis un patron et je serais beaucoup plus tenté de prendre un homme. Et quand bien même je prendrais une femme, pour moi, et je vais peut-être choquer des gens, il est tout à fait normal qu'un employé qui a beaucoup plus de risques d'être absent soit moins payé qu'un autre. Et je vais finir par ajouter que je ne crois en aucun cas à ces études. Il est possible que l'homme soit mieux payé que la femme, mais c'est 24%, 20 ou 24%, ça, je n'y crois pas. Aucunement. Vous parliez tout à l'heure d'oppresseurs et d'oppressés. En soi, le féminisme ne revendique pas cette lutte, ou alors c'est uniquement des mouvements minimes que je mentionnais tout à l'heure. Le féminisme, c'est un mouvement qui souhaite l'égalité des droits, donc en fait, on ne souhaite pas que ce soit un combat. Malheureusement, c'est comme ça que la plupart des hommes masculinistes le perçoivent, parce qu'ils se sentent attaqués quand, en fait, tout le mouvement féministe le souligne et le répète de nombreuses fois, ce n'est pas contre les hommes ce mouvement, c'est simplement au contraire un mouvement que les hommes, et certains le font, devraient accompagner parce que le féminisme bénéficie et non pas ne rend pas service, comme vous le disiez, à tout le monde, mais en l'occurrence, c'est un fait qu'il y a un système patriarcal et donc un oppresseur qui est installé depuis des siècles, qui date du début des civilisations, et qui fait qu'aujourd'hui, dans la société, le pouvoir est aux mains des hommes, que ce soit dans la sphère économique, que ce soit dans la sphère politique ou dans la sphère religieuse, qui est vraiment aujourd'hui où se situe le pouvoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de générationnel là-dedans? Est-ce que finalement, c'est pas la génération de nos parents, et que ça, dans notre génération, sera remplacé très naturellement, sans que l'ordre patriarcal que tu dénonces des choses soit répété? Parce qu'il y a aussi un changement de génération, peut-être. Non, mais là, il y a beaucoup de choses. Disons que l'ordre patriarcal, déjà d'une, ce n'est pas vrai de dire que le féministe ne souhaite pas la guerre contre les hommes, et simplement... Le féministe ne souhaite pas de guerre. On est d'accord qu'il y a différents types de féminisme. Donc, il y a des féministes extrémistes, comme vous en parliez au début. Féministe 2.0, c'est l'appellation que la plupart des gens donnent. Donc les féministes dites extrémistes. Et puis, bien sûr, il y a des féministes qui prônent des idéologies et qui se battent pour des choses beaucoup plus sensées, selon moi, comme les viols, comme les agressions, comme le regard des hommes dans la rue ou ce genre de choses. Ça, c'est des combats pour moi qui ont déjà un peu plus de sens. Ok ? Moi qui viens d'un quartier, je vois très bien... pourquoi est-ce que ces combats sont là? Maintenant, il y a les féministes ensuite 2.0, dites extrémistes. Elles, de leur côté, c'est très problématique. C'est très, très, très problématique. Et c'est justement cette subtilité-là que je soulevais dans une de mes vidéos et qu'une personne dans les commentaires n'avait pas comprise, c'est qu'il y a deux types de féministes. Alors, je ne peux pas toutes les mettre dans la même case.
c'est que oui, les féministes 2.0 ont cette tendance à vouloir faire la guerre aux hommes, à vouloir être supérieurs aux hommes. Tandis que les autres féministes, donc les bonnes féministes selon moi, donc les féministes qui ont des combats beaucoup plus nobles et beaucoup plus sensés selon moi, elles de leur côté veulent réellement l'égalité. Je dirais même la tranquillité. Les féministes 2.0 sont donc un fléau pour la société. Début, c'est malheureusement ceux qu'on entend le plus souvent dans les médias et qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je connais pas mal de gens. Si, honnêtement, je peux vous dire que mais en tout cas, si vous trouvez que manifester pour lutter contre le féminicide, c'est être extrémiste, là, il y a un problème. Non, mais ça, les choses sont, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous voyez aujourd'hui, dans toute la mouvance gauchiste, social justice warrior, et des gens qui se sont accaparés justement le combat pour les femmes, qui se sont reconvertis, alors qu'en fait, à la base, ce sont des gauchistes purs et simples, des marxistes, des néo-marxistes, qui utilisent le combat pour les femmes pour faire passer leur propre agenda. C'est ça le problème que nous avons. Des gens qui sont tout à fait apaisés sur la question et qui, comme je le disais au début, peut-être mon mot était maladroit, ce que je disais de prendre soin des femmes, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes, que ce soit au travail ou dans la rue ou n'importe où. Tout ça, ce sont des choses naturelles qui ont toujours été à toutes les époques. Vous alliez à l'époque chez les bonnes sœurs, si vous regardez le nombre de femmes agressées dans la rue, ce n'est pas de tout temps et c'est pas une évidence pour tout le monde. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, c'est pas un combat. Oui, mais les hommes, sans vouloir faire de comparaison hasardeuse, mais les hommes aussi peuvent se faire agresser dans la rue. Oui, alors les statistiques, sur 70 000 femmes violées en 2015, sur 70 000 personnes violées en 2015, 68 000 sont des femmes, 2 000 sont des hommes. Ce qui est un peu normal selon moi. Si on comprend la logique d'un acte sexuel, cela prend tout son sens, car c'est un acte de domination par l'homme. Donc 68 000 pour 2 000 hommes violés, ça semble sensé, car vous êtes passif vis-à-vis de l'acte. Donc ça semble sensé. Et malheureusement, ça encore une fois, je vais peut-être choquer, mais c'est une réalité qu'il faut reconnaître. C'est simplement la nature. C'est que forcément, dans l'acte sexuel, c'est un acte de domination par l'homme. Il y a des meurtriers, il y a de mauvaises personnes dans ce monde, et forcément, le simple fait que l'acte sexuel, c'est un acte de domination par l'homme, laisserait penser à certains hommes qu'ils ont le droit de pouvoir violer une femme et de la dominer de force. Ok ? Tandis que le contraire est beaucoup plus complexe. Car la femme est passive et l'homme est actif. Donc, c'est pas pour remettre en cause ce qu'elle vient de dire, mais simplement pour dire que, au final, ce n'est qu'une conséquence de la nature. Ok ? C'est que la nature nous a dotés de cela, de ce que nous avons en bas, et forcément, certaines personnes l'utilisent de la mauvaise des manières, comme un couteau qui servirait de base à cuisiner, que l'on utiliserait pour tuer. C'est aussi simple que cela. Donc oui, il y a plus d'hommes qui violent des femmes, mais malheureusement, c'est une conséquence de la nature. Voilà. Et il y a le mal partout, bien entendu. Et il faut combattre ce même mal. Par contre, ça, c'est un combat qui est noble. Mais lorsque l'on nous demande de changer la langue française, là, par contre, cela perd tout son sens. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux sortes de féministes et qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Parce qu'un abonné me reprochait dans l'espace commentaire de ne pas comprendre que les féministes veulent nous surpasser, blablabla et blablabla. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des féministes qui sont justes et d'autres qui partent dans les extrêmes. Et je pense qu'il faut arriver à faire la différence entre les deux. Parce qu'au final, l'erreur qu'on reproche aux féministes 2.0, c'est de faire à chaque fois des généralités, de nous stigmatiser. Alors ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Ok ? C'est évident que c'est un problème qui concerne les femmes, mais est-ce que ce problème-là, il est culturel? Est-ce que ce problème-là, il est sociétal? Est-ce qu'on pointe du doigt finalement pas des groupes d'individus qui, malgré toute l'éducation que le féminisme souhaiterait leur inculquer, seraient des gens qui, de toute façon, pour violer une femme, sont des gens cinglés, en fait? En fait, malheureusement, ça c'est peut-être la vision des personnes blanches et pures, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas que des cinglés qui violent des femmes. 15% des femmes dans leur vie sont agressées sexuellement. Donc derrière, en fait, c'est un comportement banalisé. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas le féminisme qu'il faut stigmatiser. Et la question ne devrait pas être le féminisme, où en est-il, mais c'est le sexisme, où en est-il, et comment peut-on y remédier? Oui, mais dans ce cas-là, ça serait plus cibler ces coupables-là, parce que je pense que ce que défend Julien, c'est que la majorité des hommes, l'écrasante majorité des hommes, ne sont pas ces gens-là. Non, je même pas ça. C'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose, encore une fois. S'il s'agit... je vais partir de l'exemple de Balance ton porc.
Vous savez qu'il y a pas mal je termine. Il y a pas mal de féministes qui pensent que justement les masculinistes, comme elles les appellent, c'est-à-dire des gens comme moi, sont opposés à des mouvements pareils. Or, je trouve que Balance ton porc, c'est peut-être extrêmement intéressant. Seulement, ces gens-là croient réinventer, effectivement, parce que s'il s'agit de dénoncer des comportements inappropriés, vraiment négatifs, mauvais des hommes, mais ça a toujours été le cas d'une manière générale, parce que regardez l'histoire de la civilisation européenne. Elle a toujours essayé de développer et de mettre en avant ce qu'on a appelé le gentilhomme, le gentleman. Or, ce qui est très paradoxal avec les féministes actuelles, et c'est d'elles dont je parle, sans doute pas de vous apparemment, ce sont des féministes qui cherchent à tout prix à déconstruire. Vous voyez, il fait la part des choses entre son opposante et un autre type de féministe. C'est en ça que je disais que l'abonné ne devait pas généraliser autant et quand même faire la différence, ok ? Ce qu'elles appellent les genres, déconstruire les modèles masculins et féminins. Or, précisément, c'était ces modèles-là de gentilhomme, d'homme qui sait se contrôler, d'homme qui se maîtrise, d'homme qui se retient. Ces modèles-là étaient ceux qui ont été les miens et ceux que nous, on cherche à mettre en avant. Et il y a ce paradoxe immense chez les féministes de gauche dont je parle, qui est de à la fois dénoncer ces comportements masculins qui peuvent être extrémistes, qui peuvent être détestables, et ça peut arriver souvent, et ça on pourrait rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, hein. On pourrait rentrer dans la psychologie évolutionniste, on pourrait rentrer dans nos hormones, excusez-moi, mais si je vous fais une injection de testostérone dans la minute, vous aurez tout de suite après une agressivité beaucoup plus développée, ainsi qu'une libido beaucoup plus développée dans la journée. C'est risqué, il se prononce sur quelque chose de risqué, mais encore une fois, c'est pas faux. Vous voyez, c'est risqué, c'est un terrain sinueux. Mais ouais, c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure, c'est la nature qui dicte les choses. Et vous voyez, la nature, on dit souvent que la nature est bien faite, mais il y a certaines nuances, tu vois. Il y a certaines nuances. Et malheureusement, ce n'est qu'une conséquence de la nature. C'est exactement le point que j'appuyais tout à l'heure. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont forcément des victimes de la nature, mais je suis en train de reconnaître une réalité qui est que la nature nous a fait ainsi. Et oui, certains hommes seront tentés de faire des actes abominables. C'est le cas bien sûr pour les femmes. Mais les hommes ont, comme vous l'avez compris, je vais le répéter encore une fois, ce statut de domination dans l'acte sexuel. Et s'il y a plus de viols du côté des hommes, c'est parce que l'homme est actif dans le rapport sexuel et la femme est passive encore une fois. Donc forcément, beaucoup plus d'hommes seront tentés de forcer cet acte-là en essayant de pénétrer de force leur partenaire. Et bien sûr, cela, il faut le bannir. Je le précise encore une fois, il faut bannir cela. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est simplement expliquer la psychologie derrière tout ça. En l'occurrence, là, ce qu'il explique, c'est très vrai. La testostérone rend... Enfin bref, vous avez compris. Je ne vais pas vous prendre pour des bébés. Vous n'êtes pas en train de dire que la testostérone légitime l'agression sexuelle. Je suis en train de dire que l'agressivité des hommes peut justement être régulée, peut être contrôlée, précisément grâce à une culture qui met en avant des profils d'hommes, le gentilhomme, et ainsi de suite. Donc notre culture européenne. Et s'il y a là tout le paradoxe du féminisme actuel, c'est à la fois de dénoncer les hommes et de dénoncer tous les modèles qui sont capables précisément de les faire se contrôler. En fait, si je peux me permettre, là, il y a un problème. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'au final, si on essaie de déconstruire tous les modèles sur lesquels est-ce que l'homme pouvait se baser, sur quoi vont-ils se baser ? C'est ça vraiment l'idéologie qu'il essaie de dégager. Et c'est tout à fait vrai, parce que le modèle en question, le modèle dont il parle, qui est le gentleman respectueux, et qui a cette idéologie, cette pensée de vouloir prendre soin des femmes, de s'en occuper, d'assurer leur sécurité, eh bien on essaie de le déconstruire, ok ? Donc cette pensée d'homme qui va fonder une famille, s'occuper de sa famille, protéger sa famille, respecter sa femme, on essaie de le déconstruire. Donc, est-ce que cela ne va pas du coup à l'encontre de ce combat qui est de lutter contre les hommes qui violent justement les femmes? Parce que si on déconstruit tous ces modèles que l'on connaît tant et sur lesquels la plupart des hommes se basent, sur quoi allons-nous nous baser pour devenir des hommes? C'est pas dénué de sens. Encore une fois, on est dans la perception du féminisme comme une dénonciation, une accusation, une attaque face à l'homme, ce qui n'est clairement pas le cas. On parle pas du même. Moi, j'avoue que je suis un peu... Oui, on parle pas du même. Non, mais je suis un peu exaspérée, mais on parle pas du même. En fait, c'est juste qu'il faut
Le problème, c'est qu'on va arrêter de parler d'un féminisme qui représente 1% du mouvement. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour parler des mouvements extrémistes, il y en a partout. C'est peut-être parce que vous voulez les entendre. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je suis suivie par 300 000 personnes, c'est 300 000 femmes qui sont féministes et elles sont en aucun cas extrémistes. Moi, j'échange avec elles, c'est juste des personnes qui souhaitent dénoncer les féminicides, le fait qu'on ne soit pas payé. Elles sont pas féministes, elles sont humanistes. Ne pas vouloir qu'une femme soit tuée. Là, c'est intéressant. Et ça rejoint d'ailleurs un commentaire que j'ai pu voir, que j'ai trouvé très intéressant. C'est déjà le terme féministe. Déjà, il faudrait le définir. Et là, ça va rejoindre un peu le commentaire que j'ai vu tout à l'heure. Écoutez. Gagner de la parole aux femmes, c'est traditionnel. Non, parce que j'étais en train d'avancer. Non, mais j'étais en train d'avancer un point, vous m'avez pas laissé finir. Couper la parole à une femme, c'est traditionnel. Par contre, là, vous voyez, on frôle la limite du féminisme de la féministe 2.0. Alors là, par contre, là, elle vient de nous faire le numéro. Alors là, je remets en doute tout son discours. Vous voyez, j'étais en train de la défendre depuis tout à l'heure en disant ne faisons pas d'amalgame. Et là, par contre, sa phrase, je vais remettre un peu en arrière, c'est à la limite de la féministe 2.0. Couper la parole aux femmes, c'est traditionnel. Non, parce que couper la parole aux femmes, c'est traditionnel. Alors, vous me connaissez, je suis un grand amoureux de débat, hein. J'ai cité même plusieurs personnes, par moments même détestables. J'ai toujours fait la différence entre l'homme et ses idées. Okay, donc, je vous ai cité plein d'hommes pour moi qui étaient des figures emblématiques des débats. Et j'en ai du coup consommé des centaines et des centaines. Je suis désolé, mais couper la parole, c'est déjà quelque chose qui est omniprésent dans les débats. Que ce soit homme contre homme, femme contre femme, femme contre homme, ou peu importe, transsexuel si vous voulez, parce qu'il faut quand même, il faut respecter les quotas. Il faut mettre un peu de tout, sinon gay, transsexuel, ok, on met un peu de tout, noir, arabe, voilà, on met un peu de tout pour le progrès au cas où, comme ça au moins, on ne dira pas que, hein, bien, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et je dirais même une chose, c'est un art de savoir couper la parole dans un débat. Oui. Savoir couper la parole au bon moment, c'est une arme dans un débat. Et cette femme-là, en faisant cette réflexion-là, malheureusement, je suis désolé, mais vient de se décrédibiliser. Pour moi, c'est simplement une féministe qui a compris que la féministe 2.0 était stigmatisée et qui essaye maintenant de revenir au féminisme initial. Parce que dire que couper la parole à une femme, c'est quelque chose d'habituel, c'est ridicule. Encore une fois, c'est le genre de discours qu'on entend chez les féministes 2.0. Alors, s'il vous plaît, madame, soit vous montrez votre vrai visage maintenant, soit c'était une erreur de votre part. Dans ce cas-là, on ne va pas vous en tenir rigueur pour l'instant. Voyons la suite. Non, mais j'étais en train d'avancer un point, vous m'avez pas laissé finir. Non, d'accord, mais du coup, j'aimerais juste finir sur ce sujet-là. C'est pour moi, le féminisme, encore une fois, c'est la dénonciation du système patriarcal et du fait que, en tant que femme, bah si, parce que regardez même le fait qu'on transmette le patronyme. C'est un symbole du système patriarcal. Civilisationnel. Oui, mais parce que le patriarcal est historique, malheureusement. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été construit. Tu souhaiterais revoir ça ? Tu souhaiterais Encore une fois, le patriarcat a été construit. Le patriarcat a été construit. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai, ok ? Et c'est d'ailleurs ce que je soulève, c'est que le patriarcat n'a pas été construit. Le patriarcat, et je vais le répéter encore une fois, c'est l'idée d'ailleurs que je développe depuis le début de cette chaîne, c'est le patriarcat a été une conséquence de la nature. Ça vous fait peut-être mal à entendre, ça vous fait mal de le reconnaître, mais le patriarcat a été une conséquence de la nature. Ce terme ne devrait même pas exister, tant c'est quelque chose de naturel. Le patriarcat, on peut le remplacer par la nature. Chaque fois qu'une féministe parle du patriarcat, remplacé par la nature. Et vous verrez que c'est ridicule. La nature a décidé de tout cela. Ce n'est pas la société qui a décidé de tout cela. Le terme patriarcat ne devrait même pas exister, tant c'est naturel. La nature l'a décidé. Et vous savez très bien pourquoi. Voir ces modèles-là de nom de famille, totalement mots masculins par défaut, que les mots neutres soient masculins, c'est des choses que tu souhaiterais changer, l'écriture inclusive. En fait, je ne vois pas en quoi ça peut faire défaut.
C'est-à-dire pour moi, oui, il faut déconstruire pour moi le système patriarcal parce que, encore une fois, c'est un fait et toute personne qui ne veut pas le voir ou fait semblant de ne pas voir est de mauvaise foi à mes yeux parce qu'aujourd'hui, il y a encore une fois le fait que des femmes se fassent agresser sexuellement, c'est aussi bien le fait que dans l'esprit de l'homme, il y a cette domination, il y a cette volonté d'assouvir une certaine forme de pouvoir sur la femme. Et alors je dis pas que c'est... Non, sur son environnement, pas sur la femme. Encore une fois, discours victimisation. Cette volonté de domination, dire qu'on ne veut l'assouvir que sur les femmes, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il suffit simplement de regarder l'histoire pour savoir que l'homme a voulu dominer tout simplement son environnement et même le monde qui l'entoure. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas que la femme. Ça, c'est de la victimisation en faisant abstraction de l'histoire. Lié au fait qu'ils transmettent le patronyme, mais je veux dire, ça fait partie d'un tout, et que moi, je ne vais pas personnellement batailler pour que ça ne passe pas. Pour moi, ça relève de la liberté personnelle, mais pour moi, c'en est la preuve, en fait, que c'est un système qui a été construit et qui est à déconstruire. Mais non, mais on ne peut pas déconstruire la nature, malheureusement, jeune fille. La nature t'impose sa loi, et chaque mois, elle te rappelle qui tu es, une fois dans le mois. Une femme. C'est exactement l'inverse que j'étais en train d'expliquer. Alors déjà, sur le système patriarcal, il faut quand même dire une chose, c'est que si le système patriarcal, c'est un système qui est oppressif, qui est dominateur et qui incarne la loi, qu'est-ce donc qu'une loi, qu'est-ce donc un système dominant et oppressif qui permet, et qui non seulement qui permet, mais qui en plus promeut sa propre critique? Parce que je suis désolé, mais de Marlène Schiappa et de partout, le système de Netflix, enfin, tout le système occidental aujourd'hui promeut le discours féministe qui dénonce le discours patriarcal. Donc je trouve que c'est quand même la première des dominations historiques et mondiales. Domination médiatique. Qui permet autant et qui promeut sa propre critique. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de système patriarcal, sinon je vous garantis que les vrais... Sinon tout le monde fermerait sa gueule. Non. Les vraies lois... Elle coupe la parole. Comme quoi domination, elles font pas tout pour être éliminées, premièrement. Donc, deuxièmement, sur tout ce qui est... C'est là le vrai débat de fond, et là, pour le coup, on se retrouve. Parce que sur les femmes qui vous suivent, ma chère Louise, ce sont des humanistes comme vous, sans doute. C'est-à-dire que si on est féministe parce qu'on ne veut pas que les femmes soient agressées dans la rue, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit tuée par un mari alcoolique et qui rentre bourré et qui est frustré dans sa vie, qu'on ne veut pas qu'une femme gagne moins d'argent si elle trime autant qu'un homme, alors je peux vous dire que je suis le premier des féministes et je pense que, en tout cas je l'espère, la plupart des gens sont féministes, donc j'appelle ça moi être humaniste, il n'y a pas besoin... Exact, je suis totalement d'accord avec son terme. De donner un nom à cela. Donc, et en revanche, le vrai débat que nous pouvons avoir... Parce qu'au final, du côté d'un homme, c'est exactement le même concept. Ça sera exactement le même constat. Donc, pour le coup, il a totalement raison. Vis-à-vis de ces causes-là, c'est simplement être humaniste. C'est quelque chose de normal. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On ne veut pas de meurtre, on ne veut pas de viol, on ne veut pas d'inégalité salariale si on fournit le même travail. Mais malheureusement, pour ce qui est des salaires, je choque à chaque fois que je dis ça, mais c'est justifiable. Et ça s'explique totalement. Et malheureusement, encore une fois, c'est une conséquence de la nature. Je ne dis pas que les patrons pensent instinctivement à cela, même si certains le pensent. Je sais de quoi je parle. Mais cela joue forcément dans le mental de chacun. C'est tout ce que je dis. Donc s'il y a ne serait-ce qu'une petite différence de salaire, apparemment j'ai pu voir dans les commentaires qui est de l'ordre de 3% aux alentours, elle est selon moi explicable. Maintenant, on ne va pas commencer à chipoter non plus pour 3%. Il fallait bien qu'un des deux soit un peu supérieur. Ça aurait pu être la femme, peu importe. Mais bon, si on se met vraiment à chipoter pour 3%, ça devient compliqué. Par contre, leur chiffre imaginaire qui est de 24%, je crois, ça, je n'y ai jamais cru. Et pour l'instant, tant que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je n'y croirai pas. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est une étude que ce n'est pas contestable, selon moi en tout cas. C'est celui de s'il faut déconstruire ou construire la culture. Et là, c'est intéressant parce que vous venez de dire exactement l'inverse de ce que j'ai dit juste avant. C'est normal, à savoir que si vous détruisez, vous pensez que les violences contre les femmes qui existent encore malheureusement et qui même augmentent pour des raisons différentes,
Si vous pensez que c'est en détruisant la culture que vous allez faire cesser ces violences-là, vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous vous trompez totalement. Ces violences-là, au contraire, sont à l'origine, sont à la limite du bestial dans l'être humain. Et c'est au contraire toute la création culturelle et civilisationnelle qui a permis cela. Que l'homme puisse se maîtriser, que l'homme et la femme puissent trouver des rapports entre eux qui soient plus raffinés, plus civilisés en quelque sorte. Parce qu'on peut remonter simplement à l'époque de la préhistoire. Alors personne n'était présent, mais on peut imaginer qu'un homme qui désirait une femme ne demandait pas forcément son autorisation. Vous voyez, ça devait être très bestial, effectivement. Et c'est toute cette civilisation, toute cette culture qui a créé justement ce type d'homme que nous sommes aujourd'hui. Des hommes gentlemen, respectueux. Alors oui, certains sortent de tout cela. Comme il y a des tueurs dans ce monde, comme il y a des... Enfin, vous m'avez compris. Mais si on enlève cela, cette essence même, toutes ces années, ces centaines et ces centaines d'années qui ont permis de créer ce modèle-là que nous avons, si on le déconstruit, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, le nouveau modèle qu'on nous propose. Ceux qui suivent mes autres lives, vous savez de quel type d'homme est-ce que je parle. Les papas au foyer. Allez, on est reparti. Et donc, en fait, c'est là où vous allez vous et les féministes qui cherchent à tout prix à déconstruire, donc détruire. Leurs chiffres comparent tous les métiers entre eux, ce qui n'a aucun sens. Tous les métiers? Ah, ben là, pour le coup, oui, ça n'a aucun sens. S'ils prennent en compte tous les métiers, par contre, ça n'a aucun sens. D'accord. Bah oui, ben ça n'a aucun sens alors. Parce que du coup, l'étude est totalement biaisée. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si on réfléchit logiquement, s'ils prennent tous les métiers en compte, il y a beaucoup plus d'hommes qui occupent des postes importants. Donc au final, ça va, quoi qu'il arrive, fausser les études. Ok. Bien. Continuons. La civilisation occidentale et le rapport des hommes et des femmes, c'est que vous pensez que sous les pavés, il y a la plage, comme on disait en 68, mais sous les pavés, il y a la barbarie. C'est-à-dire que plus vous allez déconstruire cette civilisation qui, justement, avait des rapports codifiés, les gentilshommes, des rapports d'amour courtois, de politesse entre les hommes et les femmes, plus vous allez déconstruire ça, plus vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés, mais à côté de ça, vous allez créer des légions d'hommes qui seront en pleine schizophrénie avec ce qu'ils ont et l'agressivité qu'ils ont au fond d'eux, et lorsque tout ça sortira en barbarie et en sauvagerie la plus totale. Et j'en veux pour preuve, et je termine là-dessus, il y a une sorte de paradoxe immense dans cette société entre justement tout ce discours dominant qui dit mais déconstruisez vos modèles masculins occidentaux, mauvais, c'est du patriarcat, c'est tout le reste. Vous avez des hommes qui sont censés y souscrire et dans le même temps, ils vont sur les sites porno se branler sur des trucs les plus violents possibles contre les femmes et tout le reste. Et donc on est en train de construire une société totalement folle entre un discours dominant qui nie ce qu'est justement l'homme et la femme dans leur nature et de l'autre côté, eh bien, comme des raptus, des choses ressortent toujours naturellement, eh bien, les hommes deviennent des barbares et des sauvages au fond d'eux. Et c'est ça que la société que vous êtes en train de créer. Et donc moi je dis au final, si vous déconstruisez cette civilisation-là, qui a quand même donné une place à la femme relativement belle dans l'histoire, hein, que dès le Moyen-Âge, les femmes sont... Dès le Moyen-Âge, c'était 10 femmes qui ont occupé une place importante dans l'histoire. 10 femmes? Ouais. Dans l'histoire? Ouais. Alors, Catherine la Grande de Russie. Anne de France, Jeanne d'Arc, je vais vous en citer, mais une centaine de... Ouais, je pense qu'il y a quand même énorme... Il y a beaucoup plus d'hommes, et en fait, c'est juste une question qui permet de révéler... je trouve ça assez ironique que vous dites la civilisation a quand même occupé une belle place à la femme. Excusez-moi, il y a encore 50 ans, une femme ne pouvait pas avoir son propre compte bancaire. Donc non, je ne pense pas que l'histoire a réservé une belle place à la femme. Une femme était mariée de force, elle ne pouvait pas choisir leur mari. Donc non, c'est vrai, ça, c'est... Je suis désolée, mais bien sûr que si. Il y a encore 100 ans, les mariages étaient imposés aux femmes. Mais est-ce que les hommes choisissaient aussi leurs femmes? Je dis pas que... Je trouve, pardon Valence, si je peux me permettre, que tu fais que remettre en question ce que je dis. Non, la défense de Julien dans la Non, c'est pas du tout le... J'adore. Pourquoi est-ce que... Vous savez, je connais cet intervieweur. Enfin, je connais. J'ai vu d'autres interviews de lui. 2 autres, plus précisément. Il est généralement très neutre. Hein. Alors, la vraie question... La question qu'elle vient de poser est légitime. Ok? La question qu'elle vient de poser est légitime. C'est pourquoi est-ce qu'il remet plus souvent en question, justement, cette jeune femme?
Allez, vous avez 2 minutes pour répondre, les gars. Pourquoi est-ce que cet intervieweur, qui de base est totalement neutre, moi je le trouve neutre, hein, personnellement, pourquoi remet-il toujours en question sa parole? Elle vient de poser la question, les gars. La réponse est très simple, vous la connaissez. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Pas besoin d'être une lumière pour comprendre pourquoi est-ce que cet intervieweur, qui normalement fait très bien son travail, et d'ailleurs il le fait bien, je trouve, remet automatiquement et de manière instinctive en question ce qu'elle dit. Voilà. Vous avez compris. On peut repartir. Je me rends peut-être pas compte. Je me rends peut-être pas compte. C'est peut-être mon propre patriarcat. Mais non, C'est peut-être mon propre patriarcat. Mais c'est un troll, lui. C'est pas possible. Oh, faudrait pas que je meure, là. Oh, ça me je veux remettre en question Julien, mais j'y arriverai dans 2 secondes. Non, ce que je disais juste, c'est qu'il y a peut-être aussi une erreur sur la perspective que les femmes avaient cette vision où tout leur était interdit, alors que peut-être que tout était interdit à tout le monde à cette époque-là. Bien sûr que non. Je veux dire, c'était l'homme qui choisissait sa femme, vu qu'en fait c'est lui qui avait la puissance financière, vu que les femmes ne travaillaient pas. Donc les femmes subissaient ce système, encore une fois, patriarcal, qui, alors pour revenir sur ce que vous aviez dit, vous l'assimilez à notre civilisation, et notre but n'est pas de détruire une civilisation, et encore moins de déconstruire certains codes qui peuvent exister, parce que la politesse et le respect resteront. Mais bien sûr que non. Ça s'appelle. Mais bah écoutez, vous en avez une devant vous. Je souhaite absolument conserver le respect et la politesse. Ce qu'on souhaite, c'est simplement, encore une fois, que la position de la femme dans la société, en termes de droit, de pouvoir, soit égale à celle de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas dans l'histoire. Et vraiment, je trouve ça assez incroyable que vous puissiez dire vraiment que les femmes ont eu une belle place dans l'histoire. Je veux dire, enfin, il faut étudier un peu ce que les femmes ont subi de tout temps et une oppression sans nom. La femme était réservée au foyer. Et que Julien, non mais excusez-moi, ne pas le reconnaître, c'est assez dramatique, quoi. À partir de maintenant, je vais vraiment arrêter de débattre avec les féministes tant qu'elles n'auront pas pris des cours d'histoire. Ça commence vraiment à me gaver de cette vision des choses. Mais alors, il y a le présent, le présent on est bien, et alors, tout ce qui est avant le présent, alors là, c'est les femmes à la maison, battues, torturées, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des améliorations. Les femmes n'avaient, ma grand-mère n'a pas eu le choix que d'être au foyer et de s'occuper des enfants. C'est un fait. Le renier, c'est quand même assez incroyable. L'histoire n'est pas un bloc monolithique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations, du 19e siècle, du 18e siècle, selon en plus les classes sociales, il y a tellement de différences et de variations qu'il est impossible de faire des espèces de gros plâtras comme ça. Alors avant c'était comme ça et aujourd'hui. Mais non, mais il y a quand même une réalité qui dominait. Excusez-moi, pour ne pas citer la femme qui avait la chance d'avoir un homme qu'elle aimait, qui lui laissait avoir un travail, on va pas parler encore une fois des exceptions. On va parler d'une réalité globale. Bien sûr que c'est des exceptions. Il vient de sortir sur Sparte par exemple. Là, il y a un livre qui vient de sortir sur Sparte qui est à la Fnac, j'y pense que j'ai vu ça hier. Il y a tout un chapitre sur les femmes qui dominaient à Sparte. Voilà, par exemple. Je vous dis juste ça, vous apprendra quelque chose. Le nombre de livres qui expliquent aussi la place de la femme de l'histoire, qui était absolument reléguée. Quand ma grand-mère est née, moi je prends juste cet exemple-là, mais quand ma grand-mère est née, elle n'avait pas le droit de vote. Et donc du coup, on a beau le formuler comme on et là, l'intervieweur, tu sais, qui essaye de redevenir un peu neutre. Là. Au final, ça reste aussi des choses où, certes, les hommes étaient envoyés à la guerre, parce que c'est un argument qui est très souvent pris, et puis c'est un bon argument. Certes, les hommes étaient envoyés à la guerre et pas les femmes, mais les femmes n'avaient pas des décisions sur leur propre vie. Je pense que c'est ça le sujet du combat, en fait. C'est d'avoir la même marge de manœuvre qu'un homme, en fait. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les mêmes possibilités. Il faut avoir un peu de modestie par rapport à l'histoire. Il faut comprendre qu'à l'époque, les conditions sociales, les conditions d'existence étaient à ce point difficiles que les rôles se mettaient en place tout à fait naturellement. Je vais juste baisser la caméra un peu. Les rôles se mettaient en place naturellement. Naturellement. J'attendais que Julien le dise, enfin. Naturellement. Ce mot est très important. Les rôles se mettaient en place naturellement. Ça veut tout dire. Il fallait mettre cette féministe en face de moi, là. Oh là là.
Bien entendu, au fait que la femme procrée et donc doit être à la maison. Je vais prendre un exemple personnel, alors bien sûr. Je fais des treks, j'adore ça. Et le dernier trek que j'ai fait, c'était au fin fond de la Russie, au Kamchatka, l'un des territoires les plus sauvages au monde. Et je me suis éclaté parce que j'ai fait partie avec un couple, figurez-vous. Et c'était un couple russe sur place. Et on est parti à cheval pendant 2 semaines comme ça. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un bivouac, donc on était mon ami, moi et donc ce couple-là, eh bien l'homme et la femme se descendaient du cheval. L'homme prenait la faux pour aller couper l'herbe de partout, prenait le fusil pour aller voir s'il n'y avait pas un ours aux alentours, il rentrait épuisé et la femme prenait les fourneaux, elle faisait à manger. Et je peux vous garantir que si vous aviez demandé à la femme si elle n'aurait pas préféré prendre le fusil pour aller chasser l'ours et couper l'herbe qu'il faisait pendant 2 heures, je vous garantis que la femme elle faisait nier. Excellent. Parce que ce sont des modèles qu'on a intériorisés. Mais c'est pas des modèles intériorisés, c'est naturel. C'est naturel, arrêtez. Vous êtes moins fort physiquement que moi. Merci. Merci. Vous êtes moins endurante, moins forte que nous physiquement. Mais je répète ça, mais depuis des jours. Mais on arrive à nier ça, quoi. On arrive à contredire. Comment est-ce qu'on peut nier la vérité à ce point? Mon slogan, vous le connaissez, c'est « On ne peut pas nier la vérité ». Ça veut dire qu'on ne peut pas nier ces évidences. On est plus endurant, plus puissant que vous, mentalement plus résistant. On résiste mieux à la douleur. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Notre peau est plus rugueuse, plus épaisse. Notre musculature est beaucoup plus épaisse. Nos os sont plus résistants. Ça, on ne peut pas le nier. C'est tout à fait naturel que les risques sont pris par l'homme. Mais j'ai pas envie de voir expliquer les choses pareilles quand même. Non mais on a une différence de force naturelle. En quoi cela justifie le fait? Même lui est dépassé tellement c'est dénué de sens d'expliquer de la biologie de bas étage, de base, quoi. C'est incroyable. On en est là, quoi. On ne peut pas avoir le même travail. Descendre. Non mais par rapport au pouvoir, il faut retrouver cette modestie. Oui, non mais par rapport au pouvoir, là il faut revenir sur comment est-ce qu'on entre dans la compétition sexuelle. Si on croit à l'évolution, donc vous soyez créationniste, je ne sais quoi, si on croit à l'évolution, c'est-à-dire que normalement on croit un petit peu à la science, eh bien on sait bien qu'il y a la sélection naturelle et il y a la sélection sexuelle. Et dans cette sélection sexuelle, l'homme pour obtenir la femme a besoin de contrôler les ressources. Et c'est par son contrôle des ressources, c'est-à-dire son contrôle du monde extérieur, qu'il parvient à séduire et à obtenir femme. Les femmes ont d'autres raisons pour à obtenir les hommes, parce que le but, à la base naturelle d'un homme et d'une femme, c'est effectivement de transmettre ses gènes, d'avoir progéniture. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on est beaucoup plus intelligent, maintenant notre but c'est de faire autre chose. Mais pendant des millions d'années, ça a été ainsi. Et donc effectivement, l'homme a été naturellement beaucoup plus poussé à sortir à l'extérieur pour contrôler les ressources. Merci. Il faut qu'il parle jusqu'à minuit et qu'elle parle plus. Parce que là, il dit que des vérités. Laissez-le juste parler. Et donc pour pouvoir essentiellement d'ailleurs les offrir à la femme. Et la femme a développé d'autres qualités, d'autres skills, comme on dirait aujourd'hui, pour obtenir l'homme. Et donc c'est ça qui a fait... Voilà, des rires de gêne. Bah oui, il est en train de te dire tes 4 vérités en face et des choses que tu ne peux même pas nier. Précisément l'homme qui a un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus grand, parce que toute sa valeur sur le marché sexuel provient de sa capacité à contrôler les ressources, donc à contrôler le monde, donc la politique. Donc vous ne trouvez pas ça dérangeant aujourd'hui? C'est peut-être justement ce que le féminisme peut défendre. En fait, non, mais il faut changer cette mentalité. C'est pas une mentalité, c'est la nature, c'est le cours normal des choses. Donc c'est pas une mentalité, c'est la nature même. Si je pousse le point, vous souhaiteriez que les hommes restent celui qui obtient les ressources pour la femme? Je n'ai pas dit ça. Je sais pas, vous me dites que c'est un schéma naturel. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit perpétué? Parce que vous, l'histoire, quand vous en parlez, vous dites « Ah, mais les hommes, c'est méchant, on a imposé un système de domination. » Est-ce que j'ai employé le mot méchant à un moment? Non, mais c'est encore l'interprétation de contre l'homme. C'est ce qu'on peut entendre en filigrane. Excusez-moi, quand vous dites les femmes étaient dans un système, elles étaient oppressées, elles étaient oppressées par qui? Par des extraterrestres ou précisément par l'homme? Et moi, dans ma culture, un oppresseur, c'est pas nécessairement quelqu'un de bien. D'accord, sauf que moi, je ne dis pas que ce sont les hommes les méchants, d'accord? Pour moi, c'est un système que je critique. Et c'est là où je fais la différence. Nous ne souhaitons pas attaquer. Le système a été créé par qui?
C'est une civilisation. D'accord, non mais c'est les hommes qui ont mis en place ce système patriarcal, mais je ne souhaite pas dire les hommes sont mal et je n'ai jamais dit les hommes sont méchants, d'accord. Ce que je dis, c'est que si jamais je suis ce que vous êtes en train de dire, vu que vous souhaitez mettre en avant ce schéma naturel d'homme qui doit obtenir les ressources pour la femme, vous souhaitez le perpétuer. D'accord, mais une fois que c'est dit, moi ce que je souhaite, c'est qu'on ne reste pas dans ce schéma naturel où l'homme, encore une fois, est en charge de la femme qui n'a pas, en fait, tout simplement, la possibilité de vivre comme elle l'entend. Mais ça, on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais c'est un autre sujet déjà. Parce que là, moi, je répondais simplement du sujet. Je répondais sur votre vision de l'histoire. Vous disiez, les hommes ont imposé, ou le système s'est imposé de lui-même, je n'en sais rien, mais en tout cas, le système a fait que c'était comme ci, comme ça, et ce système était totalement illégitime. Je vous explique d'où il vient, ça se comprend. Non, moi, je donc maintenant qu'on a compris ça, vous dites aujourd'hui... l'histoire a fait une belle part à la femme, ce qui est clairement, encore une fois, inconcevable de dire ça. Donc je répondais à ça en vous disant, si vous trouvez que le fait que les femmes n'avaient pas le droit de vote, ne pouvaient pas payer ce qu'elles souhaitaient, ne pouvaient pas travailler, vous trouvez que c'est faire une belle palle, mais pourquoi j'arrêterais avec ça? Parce que c'est pas l'histoire, ça. Ah bon, c'était la place des femmes, d'accord, pendant de nombreux siècles. D'accord, il y avait des différences selon les cultures, il y avait des différences selon les périodes. Le fait est, vous étudiez, monsieur l'historien, l'histoire, la femme n'a pas eu accès à ses droits. Oui, mais ils ont eu bien accès avant les femmes. Les femmes travaillaient également, vous savez. Non, mais il faut comprendre les femmes travaillaient également, alors là, vous me citerez quelle femme c'est. Mais pour vous, l'histoire, ça se résume au XXe siècle et au XIXe siècle, au travail. À l'époque, elle ne travaillait pas non plus. 95% des gens travaillent, et ça a constitué du néolithique jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était du travail dans les champs, d'accord. Et ma famille, moi, elle est paysanne. Et donc là, les femmes, je vous garantis, elles travaillaient, c'est vrai. Elles travaillaient. Et les hommes, ils mouraient en moyenne 10 à 20 ans avant les femmes parce qu'ils travaillaient et ils coupaient de l'herbe dans les champs. Donc si c'était ce travail-là, vous pensez que les femmes, elles voulaient à tout prix travailler dans les champs. Moi, j'ai déjà travaillé dans les champs, je vous garantis que faites ça une journée, vous allez être bien content d'être devant vos fourneaux. Merci. C'est incroyable quand même qu'on puisse penser ne serait-ce qu'une seule seconde que les femmes de l'époque voulaient travailler. Je trouve ça quand même incroyable de penser ne serait-ce qu'une seconde, je le répète, que les femmes de l'époque voulaient travailler. Elles travaillaient, mais croyez-moi, si ne serait-ce que la petite partie qui pouvait rester à la maison, s'occuper des enfants, croyez-moi, c'était bénéfique pour elles. Et elles le voulaient. Je trouve ça quand même assez drôle qu'on invite des féministes à haut poste venir prétendre que la femme devrait forcément travailler. Allez dire ça à une femme de ménage. C'est facile lorsqu'on occupe un haut poste dans la société. Un poste, comment dire, plutôt agréable et qui nous fournit plein de confort, de prétendre que toutes les femmes veulent forcément travailler. Mais la vérité, c'est qu'une grande partie des femmes se passerait bien de ce même travail. Une grande partie des femmes se passerait bien de ce même travail que vous prenez. Le point qu'il soulève est très intéressant. C'est que, croyez-moi, la plupart des femmes, et j'irai même encore plus loin, la plupart des hommes se passeraient bien du travail. Et on remarque donc une chose, c'est que, enfin, je trouve ça quand même assez drôle, mais le changement de mentalité lorsqu'on les écoute. La plupart des gens ne veulent pas travailler. On veut travailler moins pour gagner plus. Et si on fonctionne dans leur idéologie, on a l'impression qu'il faut plus travailler pour gagner plus ou plus travailler pour être forcément égal. Alors que pourtant, les pensées iraient à changer et on voudrait du coup moins travailler. Mais en les écoutant, toutes les femmes veulent forcément travailler. Toutes les femmes veulent forcément aller au travail. Alors moi, j'en conclus une chose, c'est que ces mêmes femmes qui s'expriment occupent soit des postes intéressants, soit sont des bourgeoises, soit sont des filles d'eux. Mais une femme de ménage, une femme qui travaille à nettoyer les chiottes ou à s'occuper de vieux de 60 ans et nettoyer leurs fesses, croyez-moi, elle se passerait bien de son travail. Elle se passerait bien de ce même travail. Les 3-4 siècles qui ont suivi où les hommes ont accaparé le pouvoir, là je fabule. Non, les femmes n'étaient pas reléguées à la maison, dans le foyer. Parlons du 19e siècle maintenant, parce que maintenant j'espère que vous avez compris qu'on ne peut pas résumer l'histoire quand on pense au... Mais on ne cherche pas à résumer l'histoire, on cherche à créer une tendance. On décrit une réalité. Donc maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, le travail,
le système économique a changé et a demandé à ce que de nombreuses femmes, de plus en plus, intègrent ce marché du travail. Les femmes ont simplement réclamé la possibilité de travailler. Qui a juste un siècle. Malheureusement, ce n'est pas les hommes qui vont chercher gentiment les donc, femmes. en un siècle de travail salarié et de démocratie, donc c'est-à-dire où les hommes pouvaient voter, où effectivement ils pouvaient ouvrir des comptes en banque, parce qu'avant, je ne pense pas qu'au XVIe siècle on ouvrait des comptes en banque, je ne crois pas. Donc en fait, c'est sur un siècle où effectivement des hommes pouvaient voter, avoir des comptes en banque et travailler. Et sur ce siècle-là, ça a duré en moyenne, selon les pays, entre 20 à 50 ans à ce que les femmes aient pu obtenir également ces droits. Pour une raison simple, donc effectivement, c'est 50 ans de trop, je suis d'accord. Mais bon, ça a quand même, en un siècle, les femmes ont pu obtenir les mêmes conditions que les hommes. Même pas un siècle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est utopique de votre part de croire qu'on a obtenu les mêmes droits que les hommes. Et pourquoi ça s'est fait? Parce que soudainement, la génération des femmes des années 70 était beaucoup plus intelligente que les femmes d'avant, pas du tout. Ou les hommes moins dominateurs et plus amènes vis-à-vis des femmes, pas du tout. Simplement, c'est l'évolution, encore une fois, de la machine économique qui a fait que nous sommes entrés dans une économie tertiarisée qui demande beaucoup plus de consommation que de pure production d'un travail physique. Donc des petits boulots qui demandent en règle générale d'avoir le cul posé sur une chaise, surtout aujourd'hui, devant un ordinateur, et là je vous le conseille tout à fait, une femme peut faire aussi bien, voire mieux le travail que n'importe quel homme. Et en plus, il faut consommer. Donc le but de l'économie actuelle, c'est qu'il y ait de plus en plus de consommateurs et un travail tertiaire. Aujourd'hui, c'est 60 à 80% du travail. Donc dans ces conditions socio-économiques-là, il est normal que les femmes puissent travailler, puissent avoir un droit de vote et avoir un compte en banque. Parce que le travail a changé. Mais c'est juste lié au progrès technologique et aux conditions socio-économiques. Ça n'a rien à voir avec un système qui auparavant était très patriarcal et très méchant. Et aujourd'hui, comme nous sommes intelligents, nous sommes enfin libérés. Alors, et je vous garantis une chose, je termine là-dessus, Louise, c'est que si demain devait y avoir une guerre, si demain devait y avoir une crise, n'importe laquelle, qui faisait qu'on devait retourner dans les champs ou dans des usines à porter le plus possible, j'en sais rien, je vous garantis que les rapports hommes-femmes redeviendraient dans la seconde exactement ce qu'ils pouvaient être à l'époque. Masterclass. Je peux rien ajouter, il dit exactement ce que j'ai. Masterclass. À la seconde même, les rapports redeviendraient comme avant. Masterclass. On peut rien ajouter. Il a tout dit. Il a tout dit, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Il a tout dit. Facts. Est-ce qu'on peut dire autant la vérité que cela? Les emplois ont changé. Le travail a changé. Progrès technologique. Clavier. Femme pouvoir travailler depuis bureau assis. Taper sur touche. Possible pour femme. Femme alléchant coupé sous le soleil 30 degrés. Compliqué. Voilà la vérité. Allez, on continue. Donc vous qui adorez parler du travail physique, du travail dans les champs et expliquer que c'est pour ça que les femmes n'ont pas travaillé pendant longtemps, comment vous expliquez qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, aucune femme n'occupait de fonction politique? Mais c'est pas vrai, je vous en citer plein, mais vous plaisantez ou quoi? Oui, mais c'est une minorité. Vous en citez plein, c'est vrai qu'elles sont tellement connues. Mais vous savez qui faisait la politique sous Louis XV? C'était la Pompadour. Le nombre de... Elle était tellement sur le devant de la scène. Bah évidemment, alors là, d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué l'une des raisons qui a provoqué la révolution. Que de nombreuses femmes en France avaient des fonctions politiques importantes au cours de l'histoire. Vous pouvez me citer deux femmes, allez, citons, deux reines. Mais excusez-moi, tous les conseillers étaient des hommes, tous les... Mais je vous explique pourquoi. Non mais vous séparez un peu, mais non, vous m'avez expliqué pourquoi les femmes ne travaillaient pas dans les champs. J'en suis ravie. Mais en l'occurrence, il y avait de... Non, elle n'a pas bien écouté. Ouais, je comprends sa tête. Il essaie de lui expliquer, mais... Non, mais elle comprendra pas, je pense. Elle comprendra pas. Même si, ouais, je le comprends là. Je comprends tout à fait sa tête. En fait, même si on l'explique jusqu'à demain comme ça, en fait, ça va faire qu'une boucle infinie de... Oui, mais on vous expliquait, oui, mais non, mais sans comprendre, tu vois. C'est... Bon, on peut rien y faire. On a essayé de lui expliquer, mais bon, après, comprendre, c'est autre chose. Bon, écoutez. Elle faisait plein de choses. Écoutez, elle faisait plein de choses. C'est vraiment de la mauvaise foi.
les femmes, pour la grande majorité d'entre elles, étaient reléguées au foyer. D'accord, elles pouvaient effectuer des tâches domestiques, mais elles ne percevaient pour la plupart pas de salaire, elles dépendaient du salaire de l'homme. De nombreuses femmes se faisaient tromper par les hommes, mais n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas partir, sinon elles se retrouvaient dans la misère. Et les hommes, aller au puits en velay, de nier cette réalité, je veux dire. Au puits en velay, il y a un bistrot, ils ont conservé l'écriteau du XIIIe siècle, c'est marqué en vieux François, au mari cocu, venez prendre un verre. Ça a tout le temps existé, ça. Mais arrêtez d'avoir cette vision-là. Ça a toujours existé très bien. Le fait est que vous pouvez, mais nier le fait que la femme dépendait de l'homme financièrement, du fait qu'elle devait rester avec un homme qui très souvent n'était pas fidèle parce qu'elle n'avait tout simplement pas d'autre choix si elle voulait continuer à vivre et donner une vie à leurs enfants, c'est de la mauvaise foi pure et dure, et toutes les personnes qui nous regardent, à mon avis, approuveront. Vous avez une vision enfantine. On va conclure sur ce débat, et j'aimerais conclure en fait simplement avec cette question, parce qu'on a parlé beaucoup d'histoire, et c'était très intéressant d'avoir justement cette opposition. On revient toujours à ça. Mais je pense qu'il faut revenir à l'histoire, et c'était un bien beau débat. Moi, j'aimerais plutôt terminer sur une ouverture qui est, faut-il choisir un camp en fait? Est-on, dans votre vision des choses, obligé d'être féministe ou obligé d'être masculiniste? Je sais que tu refuses ce terme, ou que tu ne l'aimes pas trop, mais utilisons-le juste par simplicité et par facilité intellectuelle. Est-ce que finalement il faut choisir un camp, ou peut-on être neutre en fait dans cette histoire? Si je peux en revenir à la définition du féminisme qui est de souhaiter l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, oui, pour moi tout le monde devrait être féministe. Voilà, je ne vois pas où est le gros mot. Très bien. Julien? Non, pour moi il n'y a pas de raison d'être ni féministe ni masculiniste. Je pense qu'on est une équipe. Pour moi, être féministe ou être masculiniste, c'est comme si on voulait faire jouer la moitié de l'équipe contre l'autre moitié. Il n'y a pas de raison, il y a des problèmes. En plus, les femmes, il y a trop de différences de catégories, il y a trop de variations. On ne peut pas définir un camp masculin et un camp féminin. Quel rapport entre une bourgeoise et une prolo? Quel rapport entre une femme qui vit en centre de Paris, une mère célibataire au fin fond de la Creuse? Quel rapport? Il y a trop de différences entre les femmes et entre les hommes pour qu'on puisse faire des cas aussi stupides, et je pense objectivement. Exact. C'est d'ailleurs le point que j'ai soulevé. C'est drôle de voir que celles qui prônent cette cause, en fait, sont très éloignées de la réalité de la majorité des femmes au final. Donc oui, lorsque tu occupes un joli poste, oui, tu peux prôner le fait que les femmes veulent plus travailler, parce qu'au final, tu perçois les choses à travers ton regard et à travers ton expérience et ta vie. Et ta vie est peut-être confortable, tu te plais peut-être dans ton travail, tu es donc épanoui et tu veux que d'autres femmes soient épanouies. C'est tout à fait respectable. Mais toutes les femmes, malheureusement, n'ont pas ta situation. Malheureusement. Donc voilà. Continuons et finissons. En fait, il faut être humaniste, donc il faut simplement respecter sa partenaire ou son partenaire, respecter sa moitié, et essayer de revaloriser l'amour, de revaloriser des rapports sains entre les hommes et les femmes et naturels, qui, quand on aime sa femme, on la respecte et on veut son bien et on veut le meilleur pour elle, et j'espère que l'inverse est aussi vrai. C'est ça qu'il faut, plutôt que de vouloir opposer les sexes pour rien. Merci beaucoup. Merci. C'était un bien beau débat. Merci Julien, merci Louise. Merci à toi. Et on va passer au débrief. Oula, pas de copyright s'il vous plaît. Ok. Écoutez, c'était pas mal. C'était sympa. C'était plutôt sympa les gars.